À présent, parler d'un service qui a sa part de mystère, la sûreté de l'État. La sûreté est chargée de ce qu'on appelle le renseignement. Un travail difficile, un travail compliqué qui doit, normalement, tenter d'alerter, de prévenir avant que des choses dramatiques ne se passent. Elle est censée, la sûreté, surveiller en fait ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer sur le territoire. Alain Massène et Daniel Remy se sont posé la question, peut-on faire confiance aujourd'hui à la sûreté de l'État ? La sûreté de l'État. Rien de ce qui se trame sur notre territoire ne devrait lui échapper. Mais de jour en jour, on s'en aperçoit, la tâche est énorme. Ça tire, recule. Paris, 13 novembre 2015. Pourquoi ? Qui ? On cherche des responsables. Un ex-agent de renseignement français accuse. Alors qu'ils ont la plus grosse proportion de départ vers la Syrie des pays occidentaux, les Belges ne sont pas au niveau. La sûreté de l'État est montrée du doigt. Les services français démentiront ces accusations, mais le mal est fait et la question posée. Peut-on faire confiance à la sûreté de l'État ? 2015 avait pourtant bien commencé pour la sûreté belge. Verviers, le 15 janvier. Un assaut est donné, une équipe de terroristes prêts à agir est démantelée. Et ce sont des renseignements de la sûreté de l'État qui ont permis d'intervenir à temps. Nous allons à la sûreté de l'État. On n'y entre pas comme on veut et pas question d'y filmer quoi que ce soit. Un de ses patrons, Pascal Pétry, sans livrer aucun renseignement qui permettrait de savoir comment la sûreté a su, confirme le rôle de ces informations. Ces renseignements ont démontré qu'une cellule terroriste était en train de se mettre en place en Belgique, qu'elle avait des intentions claires ou du moins des intentions concrètes de réaliser une attaque envers des personnes ou des policiers, enfin de réaliser quelque chose de concret. Nous avons passé l'information au parquet fédéral qui travaille à ce moment-là avec les services de police pour pouvoir faire en sorte d'arrêter ce qui est en train de se réaliser. Mission accomplie donc, cette fois-là, à Verviers. Mais la sûreté, 700 agents et leurs informateurs, a de multiples champs d'action. La loi est claire. La sûreté doit prévenir sur le territoire national toute menace d'espionnage, d'ingérence, d'extrémisme. Elle doit surveiller les organisations criminelles, les sectes. Elle doit protéger les potentiels scientifiques et économiques du pays. Alors, peut-elle tout assumer ? Devait à un moment donné être réaliste et il y a des priorités. La lutte contre le terrorisme, la lutte contre le radicalisme violent, le djihadisme est un besoin réel et il faut concentrer ses forces. Pour Alain Winans, qui a dirigé la sûreté jusqu'en 2014, ces questions-là occupent la sûreté depuis déjà des années. Donc le terrorisme figure parmi les missions et les compétences de la sûreté de l'État. Donc ce n'est pas maintenant qu'on a découvert cela. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a eu plusieurs autres conflits qui ont généré des voyages de personnes de la Belgique vers des zones de combat. La Tchétchénie, l'Irak, le Pakistan, l'Afghanistan. Actuellement, c'est la Syrie, mais le terrorisme est quelque chose qui fait partie du core business de la sûreté de l'État. Mais laisse-t-on la sûreté se concentrer sur le terrorisme ? Nous nous rendons au comité R, chargé de superviser le travail de la sûreté, dans un bâtiment sous haute protection au cœur de Bruxelles. Nous y obtenons confirmation, l'heure est plus que jamais à la lutte contre le terrorisme. Guy Rapaille est le magistrat qui préside le comité R. Actuellement, l'essentiel des efforts porte sur le terrorisme et l'extrémisme, sur l'espionnage. On oublie souvent, mais Bruxelles, c'est une ville où il y a beaucoup d'espions, et aussi tout ce qui est la cybercriminalité ou le cyberespionnage. Et d'autres missions prévues dans la loi passent au second plan. Je ne dis pas qu'elles sont abandonnées, mais elles passent au second plan. Une autre question se pose alors pour nous. La sûreté a-t-elle les moyens d'affronter le danger terroriste ?
Une loi de 2010 va nous éclairer. Les méthodes dont la sûreté peut user pour assurer ses surveillances y figurent. A priori, rien à redire. La loi permet beaucoup de choses, mais pas n'importe comment. Nous pouvons, par exemple, écouter des personnes ou mettre des caméras ou surveiller des personnes, mais uniquement avec l'autorisation d'un magistrat et en définissant clairement pourquoi nous faisons cela. Un trio de magistrats assure le contrôle des méthodes utilisées. Leurs bureaux sont installés dans les locaux même de la Sûreté. Alain Winans, patron de la Sûreté pendant 8 ans, admet qu'il faut s'en accommoder. Pour les méthodes les plus intrusives, et là on parle effectivement d'écoute téléphonique, de caméras, de micros dans des maisons privées, de renseignements bancaires, etc. Là, la méthode ne peut être mise en œuvre que si cette commission donne préalablement son accord. Donc on a quand même essayé d'obtenir un équilibre entre le respect ou la violation de la vie privée et la nécessité pour la sécurité et la sûreté. Et je crois que cette loi fonctionne bien et que d'ailleurs, elle est citée en exemple dans plusieurs autres pays européens. Histoire vraie, qui montre qu'il n'est pas si simple pour la Sûreté de se procurer des images. La Sûreté monte une observation avec une caméra braquée sur un lieu public. L'agent de la Sûreté peut le faire s'il en informe le trio de magistrats contrôleurs. Mais ceux-ci, quand ils analysent le dossier, tiquent sur l'espace privé qu'on entrevoit entre la caméra et le lieu observé. Il aurait fallu dans ce cas-là un accord préalable pour placer la caméra. Les images enregistrées sont illégales et doivent être détruites. La Sûreté est donc tenue d'agir prudemment. Mais elle a par exemple directement accès au registre officiel, y compris à celui de la Banque nationale. Elle établit aussi des protocoles, des procédures pour faciliter sa récolte d'informations. Elle le fait avec des associations, avec les administrations communales, avec l'enseignement même, en Flandre. Des démarches qui sonnent, pour certains, comme des appels à la délation. Moi, je pense que c'est une question de collaboration. De signaler qu'un jeune, quel que soit son réseau, est sur une voie de radicalisation qui pourrait entraîner d'autres jeunes sur la même voie que lui et se retrouver peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois en Syrie, je crois que ça demande une réponse de la société entière. Et il est nécessaire que ceux qui le détectent, qui détectent ce problème-là de manière précoce, en informent rapidement les autorités. Les administrations communales sont fort proches des gens. Je vous donne un exemple. Une personne qui vient faire déclaration de la perte de ses papiers d'identité pour la 4e fois, ça pourrait, dans un temps assez bref, ça pourrait générer quelques inquiétudes. Avec les services de renseignement étrangers, un autre problème se pose. Une information qui aurait été obtenue par une méthode non validée par la loi belge ne peut pas, théoriquement, être exploitée chez nous. La désormais célèbre NSA américaine, par exemple, à l'écoute de communications en bloc, sans discrimination ni cible précise, serait chez nous hors la loi. La Sûreté doit composer avec cette règle théoriquement très stricte. Il est tout à fait certain que des renseignements qui nous sont fournis par la CIA, que là, dans ces renseignements, il y a des renseignements qui proviennent de la NSA. Je me vois difficilement aller refuser ce genre de renseignements. Si c'est une information utile, essentielle à la Belgique, je voudrais quand même voir la réaction du monde politique. Si moi, chef de service, je dis, bon, ça vient probablement de la NSA, donc je vais laisser cette information de côté. Bref, il y a des contrôles, des barrières, mais la Sûreté semble s'en accommoder. Lars Bové, qui a enquêté sur la sûreté de l'État pour son journal The Tate, estime d'ailleurs qu'elle n'a aucune excuse à chercher du côté des règles qui lui sont imposées. Elle peut très bien faire son travail. Donc je crois qu'il n'y a pas de problème. On a un très beau système ici en Belgique. Elle a tous les pouvoirs, même un peu plus maintenant que la police, mais elle a tous les pouvoirs dont un service secret qu'il doit avoir. Donc il n'y a pas de problème. Reste la question de l'équipement et de son utilisation.
La sûreté ne le dit pas ouvertement, on n'affiche pas ses faiblesses, mais divers témoignages concordent. L'outil informatique, les possibilités d'espionnage sur le net, le traitement des données récoltées, tout cela nécessiterait des adaptations permanentes. Les personnes qui sont intéressantes pour nous, les candidats terroristes, s'adaptent à la technologie et il faut aussi que la législation belge s'adapte à cela. C'est simplement que quand quelqu'un change 10 fois de GSM sur une semaine, ce serait quand même bien qu'on puisse travailler en termes de demande d'autorisation sur « donnez-nous l'autorisation d'écouter telle personne » que de nous donner l'autorisation d'écouter tel numéro, telle carte SIM ou tel appareil téléphonique. Là, ça prend du temps, là, ça prend de l'énergie et ça pourrait à un moment donné empêcher qu'une information ou qu'un renseignement ne soit transmis assez rapidement. Non, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a aussi de plus en plus Internet et que les opérateurs ou les providers, comme on dit, ne sont pas situés en Belgique et on n'a pas beaucoup de possibilités, de contraintes à l'égard de Yahoo, Google ou n'importe quoi. Les collaborations existent à différents niveaux, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Peut-on échapper à toute surveillance sur le net? Pour le savoir, nous sommes allés en France chez un spécialiste de haut vol en communication informatique. Et là, surprise, avec des outils simples, accessibles librement, oui, on peut aisément se faire discret, très discret. Aujourd'hui, avec l'Internet, c'est énormément de logiciels gratuits ou payants qui permettent de cacher qui je suis sur la toile. Donc ça veut dire cacher mes surfs, mes promenades sur l'Internet, cacher mes messages, les rendre illisibles à toute possibilité d'interception. Alors l'interception, on pourra copier le fichier ou le message, mais on ne pourra pas le lire, parce que je vais le rendre illisible. Démonstration avec un logiciel accessible librement sur le net. Je vous ai envoyé un courriel électronique, un mail, et voilà ce qui arrive dans votre ordinateur. Il y a des codes totalement illisibles pour la personne qui a intercepté le courrier. Vous devez obligatoirement taper un mot de passe et m'avoir fourni votre clé. Donc si les autorités ou des malveillants ou un espion veulent lire ce qu'on s'est écrit, il doit posséder ma clé, il doit posséder votre clé et il doit posséder le mot de passe. Autant dire que ce sont des éléments d'information. S'il en manque une, on peut strictement rien faire. On peut donc crypter ces messages. Mais on peut aussi camoufler le lieu d'où on l'envoie, en se glissant fictivement à Hong Kong, par exemple. Des exemples ici qu'on trouve très facilement avec Google, avec n'importe quel moteur de recherche. Et leur fonctionnement est assez pratique. Pourquoi ? Eh bien, ils me proposent des pays, ils me proposent des zones qui vont me permettre de ne plus être français ou belge, mais de passer par la Colombie, le Canada, l'Allemagne, Hong Kong, l'Islande. Je n'ai qu'à cliquer dessus, et voilà, je suis ailleurs déjà. Parce que le logiciel aura effacé mes véritables traces. Et voilà pour communiquer sans se faire prendre. Pour surfer, même facilité. Des logiciels permettent de naviguer en zigzag. Et ça fonctionne comment ? Eh bien, c'est simple. Je tape comme dans un moteur de recherche. Ici, je vais taper RTBF. J'arrive donc dans le moteur de recherche et le site de la RTBF. Sauf que mon logiciel est en train de m'expliquer que je passe par le Danemark, la France et le Luxembourg. Autant dire que pour les autorités, si elles ont une trace, cette piste, ma piste de Hong Kong, une fois qu'ils vont remonter, ils auront peut-être l'information, ils se retrouvent au Danemark, et ensuite en France, et ensuite au Luxembourg. Ça fait énormément de chemins de traverse qui sont compliqués à remonter parce que ça prend du temps. Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de conclure à une impuissance programmée, en quelque sorte, de tous les services de renseignement ? Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une véritable impuissance, mais en tout cas, c'est malheureusement le jeu du chat et de la souris, du gendarme et du voleur. Et c'est très compliqué parce que ça demande des hommes, de l'argent, du matériel. C'est compliqué pour les autorités qui essayent de les combattre. La cybersurveillance ne pourra donc à elle seule tout résoudre. Un homme va alors nous faire part de sa conviction. André Jacob a conservé de son travail d'agent à la sûreté 40 ans de service, l'habitude des rendez-vous discrets. Pour lui, aucun doute, le renseignement repose avant tout sur les hommes et sur leur vigilance. Chaque moyen à la disposition de la sûreté de l'État est utilisé en fonction de son utilité. Filature, enquête, informateur, écoute téléphonique. La surveillance du net est, quoi qu'il en soit, très très difficile vu le volume qui est échangé sur Internet. Sauf si vous avez une source humaine qui vous désigne la personne qui est à surveiller ou les échanges à surveiller. Ça va, vous en êtes où pour le moment ?
Mais la sûreté, avec les hommes aussi, doit composer. Parce que parmi les méthodes qu'elle peut utiliser, il y en a une qui lui est théoriquement interdite par la loi, l'infiltration. Infiltration, c'est un mot qui s'applique à des fonctionnaires qui pénètrent dans un réseau. Par exemple, la police fédérale peut mettre des officiers dans des réseaux. L'infiltration, pour la sûreté de l'État, n'existe pas. Nous utilisons des gens que nous recrutons, que nous mettons dans certains milieux ou qui sont déjà dans ces milieux, et ils nous procurent les informations dont nous avons besoin. Un large réseau d'informateurs, nous ne saurons pas combien, ce chiffre-là est visiblement top secret, mais un large réseau dans lequel Lars Bové voit justement une des zones floues du travail de la sûreté. C'est le fait que la sûreté de l'État peut recevoir de ces informateurs toutes les infos qu'il leur donne et qu'il n'y a pas de contrôle vraiment sur chaque fois qu'il y a des informations qui viennent de là. Un contrôle général, mais pas très précis. Et là, c'est quand même une autre chose parce que chez la police, il y a un contrôle quand même plus spécifique sur ce qu'ils font, la police, avec les informateurs. Histoire vraie qui montre que la sûreté doit toujours surveiller la fiabilité de ses informateurs. X est repéré. Il navigue dans les milieux d'extrême droite. Il est recruté comme informateur. Il fournit à son agent traitant de la sûreté de régulières informations. Il est payé. Aux frais de la sûreté, X voyage, fréquente un peu partout des groupes extrémistes. Il prévoit de nouveaux déplacements. La sûreté hésite, jauge les informations fournies. Les prétendus contacts internationaux de X s'avèrent peu fiables. Le service d'analyse de la sûreté donne l'alerte. La collaboration avec X est suspendue. Qui sont ces analystes de la sûreté ? Tout passe par eux, les observations, les écoutes, les noms. Ce sont les travailleurs de l'ombre de notre service de renseignement. Pour la première fois, l'un d'eux accepte de témoigner. Donc à la Sûreté de l'État, je suis analyste. Ça veut dire que je ne fais pas partie de ces membres du personnel qu'on dit service extérieur ou inspecteurs qui vont à la recherche des informations. Je suis celui qui les réceptionne, qui les traite, qui les analyse et qui en fait du renseignement. Problème clé pour la sûreté, la masse des informations à traiter, encore en hausse depuis les événements de Verviers et les attentats de Paris. La première source d'information, ce sont les rapports de sources humaines qui sont rapportés effectivement du terrain par les inspecteurs. Il y a évidemment des sources techniques de surveillance ou d'observation physique. Ensuite, on a toutes les sources administratives, registre national, finances, office étranger, enfin, tout le type d'institutions, les communes, qui peuvent contribuer à avoir une image la plus précise possible d'un individu, d'une collectivité. Les sources ouvertes, la presse, Internet, ce sont évidemment des sources d'informations importantes pour nous. Et enfin, la dernière, c'est les informations qui viennent d'homologues étrangers. Donc on a un réseau de communication et de partenariat avec essentiellement les pays européens, mais pas uniquement. Et là, évidemment, il y a des échanges très, très nourris. Il faut à la sûreté intégrer ces infos et pointer les dangers. Mais la chose a été maintes fois épinglée. On en était déjà, à la veille des attentats de Bruxelles, à une longue liste de suspects potentiels. Dans le cadre notamment maintenant de la lutte contre Daesh, on voit qu'on peut avoir plusieurs centaines de cibles, et même si on s'associe entre guillemets avec la France, on sera à plus de 1500 personnes. Il est exclu pour un service de renseignement de la taille de la sûreté de l'État de suivre constamment 24 heures sur 24, 5 à 700 personnes, c'est impossible. Donc il faut trouver des moyens, notamment des moyens technologiques, notamment des moyens informatiques. Il y a le volume de personnes à suivre et il y a aussi l'évolution des personnes au niveau de ces listes. Des personnes qui, à un moment donné, évoluent très très vite, changent très très vite d'attitude. Histoire vraie qui montre que la sûreté doit suivre des suspects sur de très longues durées. X, d'origine étrangère, en Belgique depuis 10 ans, demande la naturalisation belge à la fin des années 90. La sûreté ouvre un dossier. Elle apprend, et X le confirme, qu'il a appartenu à une organisation extrémiste. Mais il a, dit-il, quitté son pays pour s'en éloigner. Il est candidat à une fonction liée à l'entretien à l'aéroport de Zaventem. La sûreté ne s'y oppose pas. 6 ans plus tard, X réapparaît.
C'est la police aéronautique d'Ostende qui, cette fois, interroge la sûreté. X suit là-bas une formation de pilote. Des informations s'échangent entre les services, sûreté, police, renseignement militaire. Rien ne permet de confirmer une éventuelle radicalisation de X. X obtient son diplôme de pilote. Les gens changent dans le degré de dangerosité, avec bien sûr ce problème qu'on n'est pas toujours au courant de tout, on n'a pas une source humaine à côté de chaque personne, et que donc on peut ou se tromper, ou classer la personne à un mauvais endroit. Régulièrement, on doit regarder finalement, est-ce qu'on accorde la bonne priorité au bon dossier, et est-ce qu'on accorde les moyens d'enquête nécessaires et suffisants à ces dossiers-là. On n'est jamais sûr, ce n'est pas une science exacte. C'est vrai que c'est une source de stress du métier d'analyste, c'est de se perdre, ne pas suivre le bon filon, de se perdre dans la masse. Les attentats de Paris, c'était clairement un échec, c'est clair. Mais pas à tel point qu'on ne savait rien. Non, il y avait des informations. On travaillait déjà sur des gens qui étaient impliqués. On peut dire, oui, ils les connaissaient, ils n'ont rien fait. Oui, mais quand même, pour moi, c'est plus rassurant que nos services travaillent dessus, qu'ils ont des informations. Ils ne vont pas toujours savoir tout, mais ils ont quand même de bonnes sources. Et ces sources viennent certainement aussi de l'étranger. Mais ça, c'est tout le monde des renseignements travaille ensemble sur ces dossiers. C'est impossible de ne pas travailler ensemble sur des dossiers de terrorisme parce que les terroristes, ils vont d'un pays à l'autre. Donc, dire que c'est peut-être un problème pour notre sûreté de l'État, qu'elle dépend d'informations des autres services étrangers, je ne trouve pas ça un problème. Un satisfecit qui sonne durement après les attentats de Bruxelles, même si la mise en cause de la collaboration entre les pays en novembre dernier fait grincer quelques dents. Ça induit l'idée que jusqu'à présent, il n'y a donc pas de collaboration, ce qui est naturellement manifestement faux. Il y a des collaborations bilatérales, multilatérales, il y a des forums qui existent justement où les services de renseignement européens et en dehors de l'Europe se rencontrent. Donc cette collaboration existe. Dès après Paris, pourtant, les gouvernements ont annoncé leur projet, une grande banque de données européenne. Le problème d'une grande banque de données va se heurter à une première chose, c'est le côté des différentes législations opérant en Europe. Donc, par exemple, les Danois ne donneront pas une information sur un Arabe ressortissant danois pour mettre dans une banque de données multiple. Deuxièmement, il y a le problème du volume. Trop d'informations tue l'information. Pas facile, donc, de faire circuler efficacement l'information entre les pays. Pas facile non plus entre les services belges, entre la sûreté, le parquet fédéral, les services de police. Les échanges ont lieu, mais restent difficiles. La note qui est donnée est une note indicative, mais qui ne donnera pas les détails qui pourraient mettre en danger une source humaine, ce qui serait réprimé sur le plan légal en Belgique. On vient de loin. Il y a quelques années, les services ne se fréquentaient pas trop. Maintenant, les services se rencontrent beaucoup plus souvent, partagent les informations, on le voit dans des enquêtes. On peut évidemment toujours améliorer les choses, c'est ce que l'on a déjà dit, mais on vient d'une époque où les services ne se parlaient pas. Est-ce que la Belgique pourrait se passer d'un service de sûreté nationale? Non. Il n'y a aucun pays qui peut se passer d'un service de renseignement. Dans le monde politique, on se pose encore la question si on a besoin d'un service secret comme la sûreté de l'État. Bien sûr qu'on en a besoin. Et je me demande si encore après les attentats de Paris et certainement après le dossier de Verviers, est-ce que ces mêmes parlementaires disent encore ça? L'un ou l'autre politique, de loin en loin, dit on pourrait se passer de la sûreté. C'est aussi votre avis? Je pense que ceux qui disent ça ne connaissent pas le travail de la sûreté. Nous, on voit le travail qu'ils font. C'est un travail qui se fait en amont de beaucoup de choses et qui est un système d'alerte précoce, si il est bien compris par le monde politique. Il n'est pas toujours bien compris par le monde politique. Voilà. Le monde politique. Malgré le contrôle confié au comité R, qui rend compte au ministre et à une commission parlementaire,
Le politique s'est toujours méfié de la sûreté, trop inquisitrice, trop secrète à son goût. La sûreté classe elle-même comme confidentielle 50% des informations qu'elle détient. Et il est quasi impossible, par exemple, pour un particulier, de savoir si oui ou non il est fiché. Le journaliste Lars Bové l'a tenté en passant comme prévu par la Commission de la protection de la vie privée. Je l'ai fait, je l'ai envoyé et je leur ai posé la question, est-ce que je suis dans la banque de données de la sûreté de l'État? Après quelques mois, j'ai reçu une réponse de la commission vie privée où elle me dit, on a fait les recherches et ils ne disent même pas, on n'a rien trouvé ou on a trouvé des choses. Ils disent juste, on a fait le contrôle, mais la loi ne nous permet pas de vous donner plus d'infos. Donc, j'aurais même pas dû poser la question parce que je n'en sais rien. Le travail de la sûreté reste donc inévitablement dans l'ombre. Mais la concrétisation de la menace, ce mardi à Bruxelles, va réduire encore toute réticence. Le gouvernement continuera à renforcer la sûreté de l'État. À ces 40 millions d'euros de budget annuel s'ajoutent déjà 11 millions pour les équipements et 4,5 millions pour engager 50 inspecteurs, 10 analystes, des officiers de liaison. La mise en cause de la sûreté, après Paris, avait été rapidement désamorcée. Rien ne s'était produit sur notre territoire. Mais après ce mardi 22 mars, il n'y aura plus de faux fuyants possible. Avec la justice, avec les forces de police, la sûreté va devoir démontrer qu'elle peut faire face aux dangers terroristes. Pour qu'on puisse lui faire confiance. Alain Vassel, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que la sûreté de l'État a bien travaillé après ces attentats du 22 mars? Sur les attentats d'hier à Bruxelles, inévitablement, ils doivent avoir une impression d'échec. Évidemment, cet échec est partagé. Parce qu'on voit bien que les attentats étaient, maintenant que les identités apparaissent, c'était l'entourage de Salah Abdeslam. Ça veut dire que la sûreté n'était plus la seule enjeu. Les services de police, le parquet fédéral travaillaient sur ce groupe. Mais très clairement, personne n'est arrivé à identifier la dangerosité imminente et à arrêter l'attentat. Ça ne peut être qu'un sentiment d'échec. Cela dit, il faut faire attention évidemment à la lecture a posteriori des choses. À la sûreté, il l'explique bien. Vous savez, quand quelqu'un est dans les listes, quand il a commis quelque chose, on nous dit « mais comment est-ce possible, il était dans vos listes ?» Et quand quelqu'un n'est pas dans les listes, s'il commet quelque chose, on nous dit « mais comment est-ce possible qu'il n'était pas dans vos listes ?» Et donc, il faut être bien conscient, et je pense qu'après la séquence que vous venez de voir, on peut comprendre toute la difficulté du travail face à la masse d'informations à traiter notamment. Mais clairement ici, on était dans l'entourage immédiat de Salah Abdeslam. Pendant 4 mois, il y a eu une traque et on n'est pas arrivé à arrêter en même temps qu'Abdeslam ses proches qui ont pu commettre des attentats à Bruxelles. Alors la question que tout le monde se pose, parce que parfois la sûreté inquiète quant à son fonctionnement et sa légitime discrétion, est-ce qu'elle est bien surveillée, est-ce qu'elle est bien contrôlée? Alors, elle est étonnamment bien surveillée et le système belge d'ailleurs est bien fait, est observé parfois de l'étranger. En fait, ce qui permettrait à la sûreté d'échapper à ses responsabilités, c'est la fameuse confidentialité. On comprend bien que le travail qu'elle mène demande une certaine discrétion et parfois même, en effet, la confidentialité. Alors quand la sûreté, pour ne pas expliquer une situation, dit « nous ne pouvons pas vous livrer ces éléments-là, parce que, par exemple, nous mettrions en danger une de nos sources. On parle de vie humaine, hein, on peut le comprendre. Mais on imagine bien aussi que la sûreté, parfois, utilise cet argument de la confidentialité. C'est facile pour éventuellement se dédouaner de quelque chose qu'elle ne souhaite pas expliquer. Mais il se fait que nous avons mis dans notre système, à nous, en place, ce qu'on appelle le comité R. On a vu Guy Rapaille qui le préside là-bas. C'est un comité de magistrats, 5 inspecteurs, et qui agit un peu comme le comité P pour les polices. Ils ont tous les pouvoirs à la sûreté de l'État. Ils peuvent débarquer dans les locaux quand ils le souhaitent. Ils ont accès aux documents. Ils peuvent entendre tous les agents de la base jusqu'au-dessus. Et aucun de ceux-ci ne peut se retrancher derrière le secret professionnel. Ça veut dire que le comité R, magistrat, donc ce n'est pas des politiques, ce n'est pas la sûreté non plus, a un vrai pouvoir. Elle mène d'ailleurs une enquête sur la manière dont la sûreté avait travaillé juste après les attentats de Paris, au moment des attentats de Paris. Le rapport intermédiaire dit que la sûreté avait bien travaillé. On verra évidemment ce qu'il deviendra. Il est attendu pour l'été. Et puis surtout, il y a eu les attentats d'hier qui viennent évidemment embrouiller un peu les cartes et jeter le trouble de nouveau. Alain, merci à toutes les équipes qui ont préparé ce dossier.